Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur un fabuleux documentaire, vraiment pour moi un des meilleurs documentaires non seulement sur les studios Disney mais peut-être aussi un des meilleurs documentaires sur l'histoire du cinéma compte tenu du fait que les studios Disney ça fait partie de l'histoire du cinéma. Et ce documentaire il s'appelle Waking Sleeping Beauty, il est disponible donc sur la plateforme Disney+. Et pourquoi je reviens là-dessus? Parce que c'est un documentaire qui va en gros nous montrer un studio qui chute, pratiquement même qui est dans une descente aux enfers et qui va renaître. Donc c'est un documentaire d'1h30. Là évidemment le but de cette vidéo c'est éventuellement de vous donner envie de le voir, mais de vous faire également la synthèse de tout ce qui se dit dans ce documentaire et de vous raconter cette fabuleuse histoire, ce passage invraisemblable dans les studios Disney, sachant que là on parle du Dark Age de Disney. Alors pourquoi on parle de Dark Age? Tout simplement parce que les studios Disney dans leur histoire ont connu plusieurs âges. L'âge d'or à partir de Blanche-Neige, donc dans les années 40, le second âge d'or un petit peu plus tard, après on a appelé ça âge de bronze, et puis vient à partir des années 70 ce fameux Dark Age. Et donc les films du Dark Age, donc de cette période sombre, sont facilement reconnaissables de par leur style, surnommé Scratchy Film. Les traits de dessin sont épais et gras et font penser à des croquis animés. Cette technique permet de réduire le budget d'animation. De manière générale, les films du Dark Age sont moins ambitieux que leurs prédécesseurs en termes de narration et de développement de personnages. C'est cette période qui a donné naissance aux Aristochats, à Rox et Rookie et à Winnie l'ourson. Trois Disney qui sont souvent considérés comme des films pour les petits-enfants de par la simplicité de l'histoire, au contraire de la plupart de la filmographie de Disney qui s'adresse aux familles. C'est pour cette raison que le public a fini par délaisser Disney au profit de Don Bluth au début des années 80. Et c'est exactement ce que le documentaire nous rappelle. Lui, il prend pas place, si tu veux, dans les années 70, au moment où commence ce fameux Dark Age, mais plus donc début 80, et il nous dit que début 80, clairement, les adolescents, les parents, voire les enfants, sont complètement désintéressés des longs métrages d'animation des studios Disney. Ça peut paraître complètement dingue quand on le dit maintenant, mais c'était vrai à l'époque. Et pourquoi on parle de Don Bluth? Don Bluth, c'était un des animateurs des studios Disney, un grand animateur des studios Disney, et le truc c'est qu'il claque la porte parce qu'il a envie de s'émanciper, de prendre un peu ses distances avec le studio Disney et faire lui-même ses propres films, et il va signer quelques chefs-d'œuvre, dont Brisby et le secret de Nîmes par exemple, et très clairement le public va bouder donc les dessins animés des studios Disney et aller plus par exemple vers des films comme Brisby et le secret de Nîmes réalisé par Don Bluth, et un petit peu plus tard, et ça on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, Fievel et le Nouveau Monde, toujours réalisé par le même Don Bluth et produit par Steven Spielberg. Alors quand le documentaire commence, on voit quelques animateurs dont un très connu qui est devenu réalisateur. On voit Ron Clements, donc réalisateur de beaucoup de films d'animation qu'on a pu voir comme Aladdin, même Vaiana. On peut voir également John Lasseter à l'époque tout jeune, il n'avait même pas encore fondé Pixar mais il traînait un petit peu dans ce noyau d'animateurs. Et puis le fameux Tim Burton qu'on voit jeune à cette époque-là et qui avait travaillé sur Rox et Rookie à l'époque et qui plus tard lui aussi prendra ses distances. Mais vous allez voir que Tim Burton bien évidemment reviendra dans les studios Disney. Et si on reste sur Rox et Rookie qui a été plus ou moins un échec des studios Disney dans ce fameux Dark Age, moi c'est un dessin animé que j'adore mais d'une tristesse absolue, mais qui quelque part au niveau de son ton coïncide parfaitement avec l'ambiance totalement morose qui régnait un petit peu dans les studios d'animation Disney à cette époque, début 80. Alors évidemment la première tuile qui leur tombe dessus c'est évidemment le départ de Don Bluth, donc fabuleux animateur, j'en ai parlé en début de vidéo. Heureusement il y a Roy Disney qui chapeaute un peu tout ça, qui est donc le directeur de la firme Walt Disney. Roy Disney c'est le neveu de Walt Disney et il engage en tant que directeur Michael Eisner et Frank Wells. Alors il faut savoir que Michael Eisner et Frank Wells ce sont deux hommes qui pour l'un vient de chez Paramount et pour l'autre de chez Warner. Donc ce sont des producteurs qui ont une expérience de film en prise de vue réelle. Roy Disney les embauche. Suite à ça, Michael Eisner embauche Jeffrey Katzenberg. Jeffrey Katzenberg, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui créera avec Steven Spielberg dans les années 90 le fameux studio DreamWorks. Donc tu as Michael Eisner PDG, en directeur financier Frank Wells et on va dire en sous-directeur Jeffrey Katzenberg. Alors les premières embrouilles commencent avec l'excellent Taram et le chaudron magique. Alors attention quand je dis excellent, moi c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, mais je trouve que scénaristiquement ça pêche un peu. Le truc c'est que l'animation reste fabuleuse. Pour moi c'est un grand dessin animé, mais qui a fait un flop à l'époque. Et déjà Jeffrey Katzenberg met un petit peu son nez dans la production et dit que le dessin animé est trop sombre, que le dessin animé ne marchera pas parce que justement par son côté extrêmement sombre, et il décide d'amputer le film de quelques scènes. Résultat des
des courses, Taram et le chaudron magique coûte 44 millions de dollars et il en remporte moitié moins. Donc c'est un bide total pour ce film où il y avait de l'ambition, mais clairement ce film ne marchera pas et il deviendra culte en fait au fur et à mesure des années. Par exemple, pour le film d'après qui s'appelle Basil, détective privé, on en est même au point de changer les noms. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a gardé le titre Basil, détective privé. En France, ça s'appelle comme ça. Mais aux États-Unis, ça s'appelle The Great Mouse Detective. Et l'anecdote amusante, c'est que quand tu as les animateurs qui pitchent en fait le scénario du film à Michael Eisner et à Katzenberg, les deux ne comprennent absolument rien. Ils sont totalement largués. Ils n'ont aucune expérience dans le département de l'animation. Que je le redis, ils viennent de films live. Et ils sont là, ils sont complètement largués, donc ils laissent un petit peu les choses se faire. Alors sur Basil, ce ne sera pas un échec, ce ne sera pas un carton non plus, mais par exemple, on décide aussi de changer le titre, c'est-à-dire que au lieu de le nommer Basil, The Great Mouse, etc., non, on met Great Mouse Detective. C'est-à-dire qu'on ne donne même plus au film le nom du rôle titre. Et là, par exemple, tu as des animateurs qui commencent à se rebeller parce qu'ils disent, t'imagines si on avait appelé Cendrillon, je sais pas moi, la jeune fille à la chaussure de verre, ou alors Pinocchio, le petit garçon en bois dont le nez s'allonge quand il ment, quoi, tu vois. C'est-à-dire que en fait, on n'a même plus de film avec une identité de nom. Pareil pour Taram et le chaudron magique, chez nous ça s'appelle comme ça, mais aux États-Unis ça s'appelle The Black Cauldron. Alors qu'est-ce que font Michael Eisner et Katzenberg quand ils voient tous ces échecs successifs? Ils décident tout simplement de fermer le bâtiment animation. Alors attention, pas le fermer complètement, c'est-à-dire de prendre les 200 animateurs qui étaient là depuis des lustres et des lustres et les mettre dans une ville à côté, sur un parking, dans des préfabriqués, et c'est là qu'ils vont dessiner leur futur chef-d'œuvre. Et là, tu as donc une première humiliation par rapport au département animation, quand ils décident carrément de les éjecter de ce département animation qui a fait quand même les beaux jours des studios Disney. C'est là que se sont fait quasiment la majorité des grands chefs-d'œuvre des studios Disney. Et eux, ils les virent pour se consacrer pleinement au film live. Et oui, parce que à cette époque-là, en 84, Disney, enfin plutôt le gendre de Disney, qui s'appelle Ron Miller, fonde Touchstone Pictures. Alors c'est une branche plus adulte de Disney qui, elle, va se consacrer au film live, en film prise de vue réelle, mais beaucoup plus pour adultes, pour un public beaucoup plus mature. Je pense par exemple à Splash, je pense par exemple à Pretty Woman, au Cercle des Poètes Disparus, etc. Tout ça, c'est Touchstone Pictures. Donc ce département animation sera consacré uniquement au film live. Et comme si ça ne suffisait pas, si je reviens sur la sortie de Basil, détective privé, il y a ce qu'ils appellent dans le documentaire la menace Steven Spielberg. Et pourquoi il constitue une menace à l'époque? Parce que tout simplement Steven Spielberg à l'époque s'associe avec Don Bluth, à qui il confie la réalisation de Fievel et le Nouveau Monde, en collaboration avec Amblin. Et il faut savoir que Fievel et le Nouveau Monde, qui sort quasiment la même année que Basil, détective privé, remportera le double de Basil, détective privé. Donc deuxième humiliation et deuxième coup dur pour les studios Disney à cette époque-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait aux studios Disney? Il faut bien renflouer les caisses, et on fait quelque chose qu'on s'était interdit de faire en fait à l'époque, sortir un classique Disney en VHS. Ils s'étaient toujours refusé, les studios Disney, à sortir leur classique en VHS, et là ils s'y mettent pour renflouer les caisses, et ils prennent Pinocchio, un de mes classiques préférés de Disney, ils prennent Pinocchio et l'exploitent en VHS, et là c'est un carton total, donc ça leur permet de sortir un petit peu la tête de l'eau, et évidemment je compte pas les bénéfices engendrés aussi par les parcs à thème. Alors de ce côté, Michael Eisner est un petit peu en proie au doute parce que il a envie de revenir aux fondamentaux de Walt Disney Pictures, c'est-à-dire l'animation. Il ne veut pas lâcher l'animation, mais son dilemme, c'est qu'il a envie vraiment de se démarquer de Walt Disney. Parce qu'il a toujours cette impression que quelque part le fantôme de Walt Disney plane au-dessus du département animation, et ça le saoule parce qu'il a l'impression qu'on n'arrive pas à se démarquer finalement de son empreinte. C'est-à-dire qu'il aimerait faire perpétrer le truc de l'animation, mais tout en inventant, tout en innovant et en ne singeant pas ce qu'a fait Walt Disney dans les années 40, 50 et 60. Donc on essaye de se moderniser, on essaye de faire autre chose que ce qu'aurait fait Tonton Walt. Donc on continue évidemment d'exploiter la firme Touchstone avec des films qui marchent très très bien, des films qui font des cartons, et puis on va aussi exploiter l'aspect parc à thème. On va miser déjà à cette époque-là sur du Star Wars, on n'en est pas au rachat de licence, mais par exemple on va prendre une attraction comme Star Tour et on va la mettre dans le parc d'attractions. On met également d'autres attractions comme Captain EO avec Michael Jackson, qui va bien cartonner elle aussi. Donc on se modernise, on innove, mais arrive, attention, un film en 88, pour moi un petit bijou, un chef-d'œuvre absolu, qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé donc par Robert Zemeckis,
produit par Spielberg et Disney. Et il faut bien admettre à l'époque que si le projet a vu le jour, c'est un peu grâce à Steven Spielberg qui s'est mis dans la partie et qui a fait accélérer tout ça pour que le projet voit le jour rapidement. Mais troisième humiliation pour les animateurs par rapport à ce projet, les animateurs donc du département d'animation qui sont toujours dans leur préfabriqué sur des parkings, eh bien pour Roger Rabbit, on va faire appel à une équipe d'animateurs qui se trouve à Londres et non pas celle qui se trouve à la maison mère. Et là, c'est encore une autre humiliation parce qu'on a besoin de beaucoup d'innovation en termes d'animation. On a besoin aussi de la licence Warner et de la licence Disney, les personnages qu'on essaye de récupérer à droite à gauche et qu'on va mettre dans le film Roger Rabbit. Heureusement, le film fait un carton quand il sort. On connaît évidemment le résultat, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Et là, qu'est-ce que fait Michael Eisner et Katzenberg? Ils décident de prendre toute l'équipe de Londres et de la ramener à Burbank en Californie, donner un coup de fraîcheur, donner un gros coup de main à toute l'équipe qui se trouve à Burbank. On passe de 150-200 animateurs à 500 animateurs. Donc autant te dire qu'en termes d'animation, les studios Disney sont bien équipés. Alors ça y est, le succès commence à revenir, le succès commence à pointer le bout de son nez. Et pourquoi? Parce qu'on pense à faire un film qui va faire sortir la tête de l'eau de Disney. Après, évidemment, Roger Rabbit, c'est La Petite Sirène. Alors, La Petite Sirène, c'est extraordinaire parce que là, ils font appel à Alan Menken, donc celui qui va composer les chansons, et surtout à Howard Ashman, qui lui vient de la comédie musicale à Broadway. Elle a vraiment l'impression à ce moment-là que ce qui compte le plus, c'est pas forcément l'animation, la qualité de l'animation, mais c'est ce qui va orner en fait le long métrage d'animation, à savoir les chansons. Et elles sont hyper importantes. Chansons qu'on avait un petit peu lâchées dans ce fameux Dark Age. Il y en a bien sûr, tu peux en trouver dans Rox et Rookie, tu peux en trouver dans Robin des Bois, tu peux même en trouver dans Les Aristochats, des films qui font partie du Dark Age. Mais c'est vrai que certains films n'en comportent pas, c'est-à-dire qu'on essaye de voir si on peut pas faire des longs métrages d'animation Disney sans chansons. Bah tu vois que quand on les remet et que tu as des compositeurs de génie comme Howard Ashman qui sont derrière ça, et ben d'un seul coup, comme par hasard, ça remarche quoi. Par exemple, c'est Howard Ashman qui invente Under the Sea et Partir là-bas. Partir là-bas, séquence que veut absolument couper Jeffrey Katzenberg, encore lui, parce qu'ils font une projo-test avec des enfants, avec cette séquence Partir là-bas qui n'est pas encore totalement finalisée. Et qu'est-ce que constate Katzenberg à ce moment-là? C'est que la séquence ne prend pas vraiment, elle n'a pas l'air de passionner les enfants. Mais les animateurs tiennent bon par rapport à cette volonté de Katzenberg de couper cette scène totalement emblématique. Tu ne peux pas enlever cette scène de La Petite Sirène, c'est totalement impensable. Et le film sort avec cette scène et fera le carton évidemment qu'on connaît, produits dérivés et compagnie. On remet même les personnages de La Petite Sirène dans les parcs d'attractions. Donc ça y est, ça commence à revenir doucement le succès. Et on teste à ce moment-là, on a envie de tester une nouvelle forme d'animation, celle faite par ordinateur, donc ce qui donnera Pixar un tout petit peu plus tard. Et là, on va le tester sur un dessin animé qui s'appelle Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et paradoxalement, cette technique par ordinateur qui est plutôt bien et qui rend bien sur le dessin animé, eh ben le dessin animé fera un four total. Donc ça y est, on repart dans une chute alors qu'on pensait sortir la tête de l'eau. Et c'est vrai que c'est totalement paradoxal que ça ait fait un four parce que c'est quand même un des premiers films finalement en numérique avec des images de synthèse, des trucs faits par ordinateur. On sait très bien le carton que ça va donner quelques années plus tard. Et ben le premier film testé, lui, fait un four. Mais je reviens quand même sur Howard Ashman, parce que c'est vrai que le documentaire insiste beaucoup sur lui, et à juste titre, vraiment, il a une influence incroyable, que ce soit auprès des animateurs, que ce soit auprès des acteurs qui sont castés pour faire les chansons. C'est vraiment, il apporte une sensibilité énorme, et ça, c'est vrai que le documentaire le montre très très bien. Il va influencer même La Belle et la Bête, bien sûr, puisque c'est le projet d'après. Alors ça, évidemment, La Belle et la Bête, on sait que ça va cartonner, bien sûr, mais à l'époque, on est encore en doute par rapport à La Belle et la Bête. Il y a plusieurs projets qui sont plus ou moins esquissés, mais qui sont refusés par les studios et tout ça. Et finalement, on revient sur ce projet-là, aidé par les chansons d'Alan Menken, aidé par la sensibilité artistique musicale d'un Howard Ashman, qui va évidemment propulser La Belle et la Bête au rang des meilleures productions Disney. C'est même un dessin animé qui va gagner le Golden Globe du meilleur film dans la catégorie comédie ou comédie musicale, et chose complètement rare, qui va être nominé en meilleur film à la cérémonie des Oscars. Alors, il va pas gagner, mais quand même une nomination, c'est extraordinaire. Mais il n'empêche qu'avec la sortie de La Belle et la Bête, c'est les studios Disney qui regagnent des Oscars, chose à laquelle ils n'étaient plus habitués depuis des années, parce que les studios Disney, quand Walt Disney était vivant, il gagnait énormément d'Oscars, et puis d'un seul coup, ça s'est totalement arrêté, et là, ça y est, les studios Disney regagnent des Oscars amplement mérités, chansons de La Belle et la Bête, etc., etc. Et là, on peut dire qu'à partir de La Belle et la Bête, tu as tout qui repart au studio Disney, tu as même Pixar, ça y est, qui commence à exister avec le premier Toy Story. Tu as même cet étrange réalisateur qui s'appelle Tim Burton qui revient au studio Disney et qui leur offre deux beaux films
2 pour Touchstone donc, l'un s'appelle Ed Wood et l'autre L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et désormais maintenant, chaque film rapporte plus que le précédent, c'est-à-dire que La Belle et la Bête gagne plus d'argent que La Petite Sirène et le prochain Aladdin rapporte plus d'argent que La Belle et la Bête. Mais tout n'est pas forcément rose au royaume de Disney, puisqu'on voit apparaître maintenant des guerres d'ego entre Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg, notamment Michael Eisner qui fera même construire un bâtiment spécial pour les animateurs, qui fera carrément agrandir, suite aux 3 succès de La Belle et la Bête, Aladdin et La Petite Sirène, il fera agrandir donc le département animation, tout ça sans même consulter Jeffrey Katzenberg, donc ce dernier le prend quand même super mal, et ces guerres d'ego vont continuer, vont se perpétrer. Et les 2 prochains projets des studios Disney sont Le Roi Lion et Pocahontas, et Jeffrey Katzenberg, encore lui, ne croit pas du tout, mais ne croit pas du tout au succès du Roi Lion. Oui, il ne croit pas à ça. Pour lui, c'est plus un espèce de film expérimental, alors qu'il mise tout sur Pocahontas. Et on verra par la suite, à la sortie des 2 films, que c'est Pocahontas qui rapportera beaucoup moins d'argent que Le Roi Lion. Le Roi Lion rapportant encore plus d'argent qu'Aladdin, qui lui avait déjà récolté un sacré paquet de millions de dollars. Et puis arrive un drame, Frank Wells, qui était donc directeur financier de la firme, se tue dans un accident d'hélicoptère en 94. Donc là, dans le documentaire, on te montre même la cérémonie hommage à Frank Wells. Tu as un Michael Eisner totalement ému. Et là, à ce moment-là, Jeffrey Katzenberg se rêve un peu en PDG de la firme. Et alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il convoque des journalistes du Wall Street Journal pour, en gros, faire un article à sa propre gloire en disant que c'est lui qui a sauvé en gros les studios Disney du marasme du Dark Age, c'est lui qui a encouragé les animateurs à se dépasser, c'est lui qui a relancé les parcs et tous les produits dérivés, c'est lui qui en gros a sauvé les studios Disney, et ce qui est partiellement faux. Et en gros même il se réinvente quasiment en nouveau Walt Disney, et il va payer évidemment ce sursaut d'orgueil parce que Michael Eisner va lui dire en gros qu'il a brûlé les étapes, que ce fameux article du Wall Street Journal c'est absolument n'importe quoi, et que en gros il peut se brosser pour accéder à un meilleur poste. Et donc ça va amener à la démission de Jeffrey Katzenberg en 94, et ce même Jeffrey Katzenberg ira fonder DreamWorks avec Steven Spielberg. Voilà en gros les grandes lignes de tout ce que raconte ce documentaire Waking Sleeping Beauty. J'espère que ça vous a plu, j'espère que même ça vous a donné envie de le voir. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas pu évoquer puisque le documentaire fait 1h30. Je vous recommande d'aller le voir pour ceux qui ont Disney+, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Vous avez plein d'images d'archives, vous avez des remises en contexte dans l'époque, c'est passionnant. Il ne nous raconte pas la suite, il s'arrête après la sortie du Roi Lion, sachant que les studios Disney ont recommencé après le Roi Lion à reconnaître quelques petits échecs. C'est pas que les films étaient pas bons, bien au contraire, parce que pour moi, par exemple, si tu prends Un Bossu de Notre-Dame, c'est peut-être un des meilleurs films d'animation pour moi, en tout cas chez eux, mais disons qu'après le Roi Lion, ça a été jalonné de pas mal d'échecs. Je pense même à Atlantide, l'Empire perdu, La Planète au Trésor et tout ça, et après ils ont réussi à se relever grâce à un John Lasseter qui lui cartonnait bien évidemment avec Pixar et qui a donné du sang neuf, qui a injecté du sang neuf un petit peu dans l'animation disneyenne, pas Pixar, mais chez Disney. Et d'un seul coup, les longs métrages d'animation Disney sont repartis pour cartonner au box-office, mais ils ont failli connaître un second Dark Age quand même. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est une partie assez étrange dans l'histoire des studios Disney. C'est une partie où on a du mal à croire, qu'il s'est passé tout ça, parce qu'on a toujours cette impression que les studios Disney, ça a toujours roulé pour eux. Et en fait, il y a eu beaucoup d'époques, et même pendant l'âge d'or, ou je crois même le second âge d'or, où il y a eu des périodes très très difficiles pour les studios Disney. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'hésitez pas à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!